Et oui, il faut croire que certains sujets sont comme les impôts. Peu importe ce que vous faites, ils finissent toujours par revenir. Et le sujet du jour, encore une fois, c'est Harry Potter. La saga de cet orphelin qui découvre qu'il est un sacré sorcier et que le destin du monde dépend du fait qu'il ne se fasse pas virer pour avoir fait exploser sa tante. En gros, c'est la vie de n'importe qui ayant déjà dû supporter sa famille à Noël, mais avec plus d'effets spéciaux. Et comme le grand souverain d'Internet, l'algorithme, exige des sacrifices sous forme de vidéos de classement, me voilà. Contre mon instinct, mais pour pouvoir payer les factures. On va mettre un peu d'ordre dans ce bazar. J'ai préparé LA liste définitive, la seule qui ait vraiment un sens. Du film le plus dispensable au meilleur de cette saga sur les conditions de travail déplorables dans le monde des sorciers. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Prenez votre boisson préférée et lançons-nous dans cet exercice de nostalgie et de critique. Numéro 8. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Allons droit au but. Ce film est long, d'une longueur qui vous pousse à réévaluer les décisions de votre vie. Près de 3 heures, dont on se dit que 90% auraient pu être évités si l'expression « sens commun » faisait partie du lexique des sorciers. Le postulat de départ est ahurissant. Un basilic gigantesque se promène dans la tuyauterie de l'école, pétrifiant les élèves. Et la réaction de la direction ? Poursuivre les cours comme si de rien n'était. Une situation qui n'est pas sans rappeler le monde de l'entreprise, n'est-ce pas ? Le serveur a planté, la climatisation est en panne, la machine à café est vide, et vous êtes à votre poste, simulant une productivité à toute épreuve, car l'échéance, elle, reste la même. Poudlard n'est rien de plus qu'un open space dysfonctionnel peuplé de fantômes où le droit du travail pour les elfes est une notion inexistante. Le grand méchant, outre le serpent des canalisations, est Gilderoy Lockhart, la personnification du coach de vie d'Instagram avant l'heure. Un individu charismatique et parfaitement incompétent qui a construit sa renommée sur les exploits des autres. La satire est brillante, mais le supporter est une véritable épreuve d'endurance. Le récit s'étire sur ses péripéties, avec Harry entendant des voix, Hermione étant la seule à véritablement étudier, et Ron, ma foi, Ron remplit son rôle, être présent et avoir l'air terrifié. Ce film nous le prouve, Poudlard n'est pas un établissement scolaire, mais une expérience sociologique visant à déterminer le seuil de survie d'adolescents en milieu hostile. Pour sa longueur interminable, il écope de la dernière place. Numéro 7. Harry Potter et la coupe de feu. Ah, la coupe de feu. Le film où Dumbledore estime que le meilleur moyen de favoriser les échanges inter-écoles est un tournoi potentiellement létal. Sincèrement, où est la logique ? Le taux d'accident parmi nos élèves est trop bas cette année. Et si nous organisions une compétition avec des dragons et des créatures aquatiques meurtrières ? Pendant ce temps, le pauvre Harry, qui n'aspirait qu'à une année de paix, est contraint par la magie de concourir. Il a 14 ans. Au même âge, mon plus grand tracas était le bouton d'acné qui menaçait d'éclore avant la fête de fin d'année. Lui doit se soucier de ne pas être incinéré par un dragon. C'est bien la preuve que l'âge adulte vous tombe dessus sans crier gare lorsque vous êtes l'élu. Nul ne vous demande votre avis sur la promotion. On vous attribue un nouveau bureau et les responsabilités qui vont avec. Le film se veut un suspense, mais consacre l'essentiel de sa durée aux tourments de l'adolescence, entre le bal de Noël, la jalousie démesurée de Ron et l'incapacité de Harry à inviter une cavalière. C'est l'humanisation par l'épreuve. On s'attache à Harry, non pas pour son héroïsme, mais pour sa normalité. Un garçon qui veut juste aller à un bal, mais doit d'abord faire face à un seigneur du mal. Le final est lourd, marquant le retour de Voldemort et la mort de Cédric. C'est le point de bascule, où la saga annonce la couleur. La récréation est terminée, désormais la pente est glissante. Un film charnière donc, mais ce cocktail de compétition mortelle et de drame de lycée laisse une impression d'ensemble un peu décousue. Numéro 6. Harry Potter à l'école des sorciers. Le tout début, celui qui nous a initiés à ce grand délire. C'est un film qui a son charme, une nostalgie indéniable. Mais pour être honnête, c'est une œuvre assez enfantine. Et ce n'est pas grave, mais en le revoyant adulte, sa naïveté est presque drôle. La grande menace du film, c'est un prof avec un deuxième visage derrière la tête. Littéralement, le type devait porter un turban pour cacher la tête de son patron. Imaginez à quel point ça devait être inconfortable. Et la protection de la pierre philosophale, l'objet qui donne l'immortalité,
c'était une partie d'échecs et des clés avec des ailes. Si le secret de la vie éternelle dépendait de mon talent aux échecs, l'humanité serait déjà finie. C'est là qu'on voit la négligence de Dumbledore dans sa forme la plus pure. Il met un chien à 3 têtes dans un couloir, avec pour seule sécurité une porte verrouillée. Une porte que 3 gamins de 11 ans arrivent à franchir. S'il y avait une protection de l'enfance dans le monde des sorciers, Poudlard serait fermé depuis longtemps. Le film vaut le coup comme porte d'entrée à cet univers, mais il est trop simple. C'est comme ce plat de votre enfance. C'est réconfortant, mais vous savez qu'il existe des saveurs plus complexes. Numéro 5, Harry Potter et le prince de sang mêlé. C'est le film de l'ambiance. 90% du film est consacré aux amourettes et aux chassés-croisés des adolescents, les 10% restants formant l'intrigue principale. On y voit Harry jouer les entremetteurs, Hermione être rongée par la jalousie et tout le monde tenter de se caser. En gros, c'est une comédie romantique saupoudrée d'un peu de magie noire. Pendant ce temps, Dumbledore décrète que c'est le moment idéal pour donner des cours particuliers à Harry, qui consistent à visionner des souvenirs dans une bassine. C'est comme regarder les diapos de vacances de votre grand-mère, sauf qu'ici, elle porte sur l'enfance d'un futur dictateur génocidaire. Tout le film baigne dans cette sensation que quelque chose d'énorme va arriver, mais patience, pas tout de suite. C'est une longue, très longue préparation pour un dénouement que tous les lecteurs du livre voyaient venir. La mort de Dumbledore est un moment puissant, mais le chemin qui y mène est tellement centré sur les drames sentimentaux que le poids de la tragédie s'en trouve un peu amoindri. C'est un film qui montre que même quand l'apocalypse frappe à votre porte, votre plus grande angoisse peut encore être de vous prendre un râteau, ce qui, pour être honnête, est l'observation la plus douloureusement réaliste de toute la saga. Numéro 4. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ah, le Harry révolté. Durant tout le film, il est en colère, il crie sur ses amis parce que le monde des adultes a collectivement décidé d'ignorer le retour du plus grand terroriste de tous les temps. C'est l'apogée de la crise d'adolescence. Il passe le film à être discrédité par le gouvernement qui s'obstine à marteler que tout est sous contrôle. Toute ressemblance avec la réalité n'est pas une pure coïncidence. Mais la meilleure chose dans ce film, c'est Dolores Umbridge, la bureaucrate vêtue de rose qui adore les chats et qui est l'incarnation du mal ordinaire. Elle n'est pas une méchante au plan rocambolesque, elle est l'inspectrice qui vous cherche des noises, la directrice qui impose des règles absurdes. C'est le mal qui se cache derrière un faux sourire et un règlement, et c'est pour cette raison qu'elle est aussi détestable que géniale. C'est dans ce film que les adolescents comprennent qu'ils ne peuvent pas compter sur les adultes et créent l'armée de Dumbledore, un groupe d'études pour apprendre à se défendre pour de vrai. La saga assume enfin qu'ils sont une génération contrainte de mûrir beaucoup trop vite à cause de l'inertie de la génération précédente. C'est un film tendu, frustrant et qui vous met en colère. Et c'est précisément pour cela qu'il fonctionne. Il capture à la perfection le sentiment d'impuissance face à l'obstination du système. Numéro 3, Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Le film du camping. C'est littéralement Harry, Ron et Hermione errant à travers des forêts et des plages désertes. Une sorte de road trip, mais sans destination définie et avec un sentiment constant de danger. Beaucoup critiquent son rythme lent, mais je trouve que c'est son plus grand atout. C'est la première fois qu'ils sont livrés à eux-mêmes, en dehors du cadre de Poudlard. Et la vraie vie, c'est souvent ça. C'est l'ennui, l'attente, l'incertitude. C'est se disputer avec son meilleur ami pour une bêtise parce que la pression est trop forte. La scène de la danse entre Harry et Hermione dans la tente en est le parfait résumé. Un moment de répit, d'humanité au milieu du chaos. Ils sont pourchassés, mais l'espace d'un instant, ils ne sont que 2 amis qui essayent de se remonter le moral. C'est un film sur le voyage, pas sur la destination. Sur l'usure mentale, la paranoïa et les liens mis à l'épreuve. C'est le calme qui précède la tempête. Et c'est cette construction patiente qui le rend si réussi. Numéro 2, Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Si la première partie était la construction, la deuxième est la démolition. C'est le film qui fait tout voler en éclats pour livrer une guerre totale. La bataille de Poudlard est tout simplement spectaculaire. Voir tous les personnages, des professeurs aux élèves, s'unir pour défendre ce lieu est le point culminant que nous attendions depuis 10 ans. C'est un film de guerre, sans détour. Des personnages chers à nos cœurs tombent à chaque instant. Et la révélation finale sur Rogue est complexe. Il reste une figure détestable à bien des égards, un professeur épouvantable, mais ses motivations ultimes le placent dans une fascinante zone grise.
Il ne s'agit pas de pardon, mais de compréhension. C'est la conclusion de tous les arcs narratifs. Harry qui accepte son destin, Neville qui devient le héros que personne n'attendait. C'est grandiose, émouvant et satisfaisant. Il y a peu de place pour le développement ici. C'est de la pure conséquence. Et après 7 films de préparation, c'était exactement ce dont nous avions besoin. Assister à l'embrasement final. Et nous voici au sommet. Et honnêtement, la concurrence est faible. C'est ici que le réalisateur Alfonso Cuarón a pris ce qui n'était qu'une franchise enfantine et l'a transformée en véritable œuvre cinématographique. L'atmosphère est complètement différente, plus sombre, plus mature. Les détraqueurs qui se nourrissent de bonheur sont une brillante métaphore de la dépression. C'est la première fois que le traumatisme de Harry est traité comme quelque chose de réel et de lourd. L'arrivée de Sirius Black et Remus Lupin ajoute des couches bienvenues au passé des parents de Harry. Ils cessent d'être des figures idéalisées pour devenir des personnes réelles, qui avaient des amis, commettaient des erreurs et faisaient partie d'une histoire plus vaste. Et bien sûr, le voyage dans le temps. C'est l'un des plus intelligents et des mieux exécutés de l'histoire du cinéma. C'est une boucle parfaite où chaque action a une conséquence que nous avons déjà vue, mais avec une nouvelle signification. C'est un scénario qui témoigne d'un soin et d'une élégance que les autres films atteignent rarement. C'est un film avec du style, avec une âme et qui a sublimé toute la franchise. Il a prouvé qu'une histoire de sorcier pouvait être profonde, mélancolique et artistiquement sophistiquée. Par son audace et son exécution primordiale, il est sans aucun doute le meilleur de la saga. Et voilà, le classement est fait. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez être en désaccord, l'espace commentaire est là pour ça. Maintenant, excusez-moi, je vais chercher un film où les problèmes se règlent avec la thérapie et non avec des baguettes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de suivre tout ce rituel pour contenter les entités de l'engagement. À la prochaine!